Chapitre 7. Aurillac, domicile de Malo-Saint-Clair, samedi 17 octobre 2015, 23h10. Saucisse, je suis rentré, lança-t-il en ouvrant la porte de son appartement et en posant les clés sur le petit meuble de l'entrée. Saucisse, bien sûr, ne répondit pas. Saucisse ne répondait jamais, ni ne venait ouvrir la porte, ni la fermer d'ailleurs, ce qu'il fit lui-même en allumant la lumière, tirant de l'ombre le couloir de l'entrée. 100 mètres carrés en plein centre-ville, entièrement refait à neuf, 6e étage avec ascenseur. Pour avoir l'équivalent à Paris, il n'osait pas imaginer combien il aurait dû débourser. Certainement bien plus qu'il n'était disposé à le faire. Il passa dans le salon, la pièce la plus agréable du grand logement, avec son parquet en bois exotique et ce mur arrondi, épousant la forme du bâtiment et entièrement vitré, offrant une vue panoramique sur la ville et les montagnes à cette heure-là invisibles. Il posa la pizza qu'il tenait dans les mains sur la petite table à opium, une pizza Vival, les meilleures de la ville, peut-être les meilleures de France, voire du monde entier, avec leurs pâtes moelleuses et leurs garnitures comme on savait en faire ici, l'interprétation cantalouse de la pizza, dans laquelle le mot « trop » n'existait pas. Sa préférée, c'était la chorizo, couverte de tranches du saucisson éponyme, mais aussi de fromage, parce que, ici, si on n'avait pas un demi-kilo de fromage sur tout ce qu'on mangeait, il n'y avait aucun intérêt à se mettre à table. Et ça tombait bien parce qu'il adorait le fromage, surtout celui-là. Pas du simple emmental. Beaucoup trop léger, l'emmental. Celui-là, au niveau gustatif et calorique, était au gruyère ce que la bombe H était à la nitroglycérine. Il l'avait rapportée fumante et toute chaude sortie du four, prête à être consommée. Il avait espéré cette fois la manger sans la faire réchauffer, s'il avait réussi à se faufiler. Mais madame Léonce l'avait attendu juste sur le palier, à croire qu'elle guettait son retour. Elle était adorable, madame Léonce, une petite mamie toute ronde qui trimballait son sourire éternel et sa bonne humeur partout, toujours un mot gentil à la bouche et parfois quelques horreurs sur les autres aussi, mais qu'elle vous servait sur le même ton réjoui. Et elle en savait des choses, madame Léonce, oh oui, sur tout et sur tout le monde, et elle n'était pas avare de partager, une sachante, comme on disait dans le coin, et quand elle ne savait pas, Malo la soupçonnait d'inventer et de broder sur le dos d'un tel des misères empruntées à un autre pour enjoliver un peu. Elle se faisait un plaisir de lui rendre service et, par lâcheté, il la laissait faire. Il lui avait ainsi confié les clés de son appartement. Elle venait faire du rangement et s'occuper de Saucisse quand il n'était pas là, même si elle lui avait avoué ne pas l'apprécier du tout. Il prenait seulement soin de verrouiller sa chambre pour qu'elle n'aille pas y fourrer ses mains bien intentionnées et son nez fouineur. Quand elle lui en avait fait la remarque, il avait rétorqué que ses caleçons, ses revues porno et ses instruments de torture sexuelle étaient son domaine réservé. Elle en avait rougi jusqu'aux oreilles, et il avait souri pendant un bon quart d'heure, le temps d'arriver au commissariat, et qu'Albert manque lui faire cracher ses poumons d'une grande tape dans le dos. Ce soir, elle lui avait causé de tout et de rien, la météo, tout ça, un potin sur la dame du second qui, décidément, perdait la boule, et la femme du boulanger qui n'était pas bien gracieuse ces temps derniers, et qu'il devait y avoir de l'eau dans le gaz avec monsieur. Elle lui avait aussi proposé un pot de compote de rhubarbe, elle savait qu'il l'aimait, et c'était bien vrai qu'après avoir goûté cette mixture à peine sucrée, qui aurait dressé les cheveux sur la tête du non-affranchi, il s'était mis à l'apprécier, un peu réchauffé dans une casserole, mais il en avait encore 2 pots pleins, ça suffisait. Elle lui avait aussi dit qu'elle était montée passer l'aspirateur chez lui et nourrir la bestiole, comme elle appelait Saucisse de son air dégoûté. Que de la bonne viande de chez Mas, l'avait-elle assuré, qui s'est pas gâché. Mas était le boucher charcutier de la rue, et un des meilleurs de la ville, qui, avait-il appris, avait même une boutique à Paris, boulevard de Grenelle. Et c'était vrai que s'il l'avait su avant, il serait allé acheter ses saucissons là-bas, quand il habitait encore la capitale. Saucisse, elle, ne s'y trompait pas, et préférait son cœur non cuit de chez Mas à tout autre mets.
Malo l'avait remercié chaudement et, pour éviter le récit détaillé des frasques de la dame du troisième, celle qui vivait séparée de son mari dans sa garçonnière et qui faisait la vie, il avait dit bonsoir et s'était éclipsé. Par chance, ce soir, elle ne l'avait pas suivi dans les escaliers, mais la pizza, dont l'odeur l'avait tourmenté pendant toute la conversation, était froide une fois de plus. Sur sa gauche, une grande cheminée moulurée en bois, plus ornementale que fonctionnelle, imposait sa présence et donnait au salon un charme un peu rétro. Le reste, canapé, écran LED dernier cri, bibliothèque dégorgeant déjà son trop-plein de livres, table basse et petits meubles exotiques pour y ranger ses whisky et ses rhums arrangés, ou non, ainsi que quelques autres alcools, étaient de son fait. Il traversa la pièce à grands pas pour se poster derrière une des baies vitrées et apprécier le panorama nocturne. Dehors, la ville, blottie dans les crins douillés de ses deux collines, à l'ombre du Puy-Marie et de sa croix, scintillait d'un semis de lumière ponctué des flèches éclairées des églises. Notre-Dame-aux-Neiges, la plus proche, et plus loin, Saint-Géraud, au pied de laquelle s'ouvrait l'abbaye et où veillait, sous une tente jaune, un bel ange blond à l'accent de garrigue. Tellement sereine, vue d'ici, cette petite cité perdue au milieu des montagnes d'Auvergne. Pour un peu, il en aurait presque oublié les événements qui avaient émaillé sa journée. Il n'allait pas se plaindre. Il avait attendu pendant 2 ans qu'une histoire sortant un peu de l'ordinaire vienne pimenter son quotidien. Maintenant, il était exaucé. Il se demandait soudain s'il n'avait pas été un peu trop exaucé. « Tu vois, saucisse » lança-t-il à voix haute. « Je commence à penser qu'on devrait parfois se méfier de ses vœux. Il arrive qu'ils se réalisent. » Parce qu'il avait beau faire, se dire qu'il se montait le bourrichon, rien n'y faisait, son nez le démangeait et ses bouts de doigts grouillaient de fourmis. C'était le signe infaillible qu'il se trouvait devant un très gros truc. Jamais ça ne ratait. Et jamais ça ne l'avait picoté comme cette fois. Je crois que j'ai décroché le gros lot, saucisse. Et il a fallu que je vienne ici pour ça. Il secoua la tête, son regard s'égara vers le haut de la ville, sa main, sans que sa volonté entrât en jeu, vint chercher dans sa poche le carnet qu'il avait conservé. Il le leva devant ses yeux et l'observa sous toutes les coutures. Rien de particulier, si ce n'était l'état du cuir et du métal argenté qui révélait son âge. Un objet qui, soupçonna-t-il, aurait dû être manipulé avec une extrême prudence et pas sans de grandes précautions. Il fut un instant tenté d'appuyer sur un des petits boutons. Son doigt s'approcha, hésita, il se ravisa. Quelque chose, une intuition, lui soufflait que ce serait une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Que contenait-il ? Tu sais, saucisse, je suis en train de me dire que j'ai mis les pieds dans un beau merdier. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme dans l'idée que ça ne fait que commencer. Non, trop pour aujourd'hui. Il était temps de faire une pause pizza. Et d'abord, allumer le four. Il se leva, traversa le salon, prit sur la table la boîte à pizza, passa la double porte vitrée, remonta le couloir, entra dans la cuisine, alluma le four, attendit qu'il chauffe, découpa son carton de pizza et l'enfourna. 5 minutes après, dorée et croustillante à souhait, il la sortait du four, la découpait à la roulette, attrapait une bouteille de Nero d'Avola, son vin sicilien préféré, un verre à pied, et revenait dans le salon s'installer devant la table basse. Prélevant le premier morceau et tirant lentement sur les fils de fromage, il huma avec délectation, ouvrit la bouche pour croquer, et leur posa. Quel est le lien, saucisse ? On vole une trouvaille sur le site de fouille, puis on vandalise la maison de ce pauvre type, et on lui crame la gueule en même temps que son bureau pour faire croire à un accident. Voyons. Le vieux est passionné par Gerbet. Il sait que la tête se trouve là-bas, puisque c'est lui qui téléphone à la pierre pour lui dire où creuser précisément. Il veut peut-être que la pierre la lui donne ou la lui vende. Il saisit à nouveau la part de pizza, la leva jusqu'à sa bouche, l'ouvrit pour l'enfourner, et s'arrêta. Mais la pierre demande plus, pour continuer les fouilles. Bergier refuse, et il engage quelqu'un pour voler l'arlique. Le quelqu'un en question la vole, lui ramène, la embrouille, l'autre le tue, et se barre avec la tête.
Il approcha une fois encore la pizza. « Ouais, mais le truc qu'on a volé, qu'est-ce qu'on en fait, saucisse? Quel rapport avec la tête ?» Il leva les yeux vers le fond de la pièce, d'où filtrait une douce lumière changeante. « Tu pourrais répondre des fois, ça m'aiderait un peu. » Son regard se posa sur l'immense aquarium qui couvrait presque tout le mur du fond. Un aquarium magnifique, plein de rochers et sans aucun poisson, car aucun n'aurait fait long feu avec l'occupante des lieux, une superbe murène tachetée dont la tête émergeait présentement d'entre deux cailloux et se balançait doucement de droite à gauche. C'était réellement une belle murène, avec tout ce qu'il fallait à une murène. Plus de 50 centimètres de long et plissée comme il se devait, un espèce de machin avec une gueule à faire des cauchemars, des dents qui lui débordaient de partout et des yeux irrémédiablement vides. Malo, en la regardant, se fit une fois de plus la réflexion que Saucisse, décidément, n'était pas une gueule d'amour. Et que si parler à son chat relevait de la déprime, il se demandait ce qu'on aurait dit d'un type qui parlait à un truc ressemblant à une espèce de préservatif avec des dents. Enfin, tant que Saucisse ne répondait pas, c'est qu'il n'était pas encore en dépression. Saucisse, ainsi que l'aquarium, appartenaient au propriétaire de l'appartement. Un excentrique écrivain, si Malo avait bien compris, qui, après que sa femme l'eut quitté pour un autre, avait tout plaqué et était parti vivre avec un copain sur quelques îlots au large de Madagascar. Du moins, c'est ce que racontait Léonce. Il avait vidé l'appartement de tous ses meubles, à l'exception de l'aquarium, trop gros, trop délicat, qu'il avait donc confié à l'agent immobilier, en lui précisant que le locataire devrait bien s'occuper de sa murène. Quand il avait visité l'appart, Malo avait tout de suite flashé sur la vue et l'emplacement idéal, à 5 minutes du commissariat et du centre-ville, mais avait dû prendre le pack complet, aquarium et murène compris. C'est ainsi que Saucisse était entrée dans sa vie. Elle ne sortait de ses rochers que la nuit, et encore quand il n'y avait pas trop de monde, ou la journée si on la nourrissait. Elle était vraiment, vraiment très moche, n'avait avec lui aucune interaction, si ce n'était de tenter de le mordre quand il remettait un rocher en place, mais il avait fini par en faire au fil des jours et des soirées solitaires sa confidente. En lui exposant à haute voix ses problèmes ou ses questions sans réponse, il parvenait, la plupart du temps, à les résoudre. Ce soir, pourtant, même avec l'écoute attentive de Saucisse, rien ne venait. Quel était le rapport entre la tête et la boîte vide qui se trouvait dans les faux livres? Cette petite boîte marquetée dans laquelle Albert avait découvert les 3 chiffres qui leur avaient permis d'ouvrir l'horloge. Cette petite boîte plate qui devait bien contenir quelque chose. Mais quoi? Il passa en revue tous les éléments qu'il avait appris, et se souvint que Lapierre lui avait fait une description précise de sa trouvaille. Des fentes à l'arrière du crâne d'or, petites, comme ce coffret. Et si ce qu'il y avait dedans correspondait à ces emplacements? Pour en avoir la certitude, il aurait fallu voir la tête. Or, elle avait disparu. Son estomac gargouilla. Il fallait qu'il mange ou la pizza serait à nouveau froide. Il reprit la tranche, bien décidé cette fois à ne se laisser détourner par rien ni personne, quand son portable sonna. Il le fixa un instant d'un regard assassin, déterminé à finir sa part de pizza, même si une invasion de martiens belliqueux tentaculaires et écumants de bave venait à prendre Aurillac pour tête de pont. Jusqu'à ce qu'il lise le nom de son correspondant. Karl. Quelle mouche le piquait de lui téléphoner à une heure pareille? Il envisagea la possibilité grisante de ne pas répondre, et y crut dur comme fer l'espace d'un battement de cœur, avant de poser la part de pizza une nouvelle fois et de décrocher. Karl, c'est pas le moment, je viens de rentrer, je suis crevé, j'ai une pizza. La voix qui monta du cellulaire, à peine un chuchotement, mais d'une rare intensité, comme celle de quelqu'un qui se sait en danger de mort, il l'aurait à peine reconnu. La pizza, ça sera pour demain, Malo. Ramène-toi vite et prends ton feu. 3 minutes plus tard, la part de pizza était toujours sur la table et Malo sortait de l'appartement en lançant par-dessus son épaule « Je rentre tout à l'heure, fais pas de bêtises, saucisse !» La porte claqua. Depuis les profondeurs de l'aquarium, la murène surveillait la pizza de son regard vide.